Nous vivons à l'ère du progrès. Nous avons accès à l'information comme jamais auparavant. La technologie nous connecte instantanément et la promesse de la liberté individuelle semble enfin à portée de main. Mais alors, pourquoi n'avons-nous jamais été aussi anxieux, aussi débordés, aussi vides? La société moderne nous a vendu une idée du succès qui, au lieu de nous libérer, nous a emprisonnés. Nous travaillons sans relâche pour atteindre un niveau de vie qui nous a été imposé. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin pour impressionner des gens que nous connaissons à peine. Nous passons plus de temps à regarder des écrans que les yeux de ceux que nous aimons. Et le pire, c'est que nous croyons que c'est normal. Nous croyons que c'est normal. La grande tromperie de la modernité ne réside pas dans ses réalisations technologiques ou ses avancées scientifiques, mais dans l'illusion que nous contrôlons la situation, alors que nous sommes programmés pour suivre un chemin prédéfini. Nous n'avons jamais eu autant d'autonomie et, en même temps, nous n'avons jamais été aussi aliénés. Mais comment en est-on arrivé là? Comment nous a-t-on fait croire que c'était la seule façon de vivre? Dans cette vidéo, nous allons démonter les mensonges que l'on nous a racontés et explorer comment nous pouvons retrouver la liberté que, au fond, nous n'aurions jamais dû perdre. Nous vivons dans un monde où la valeur d'un individu se mesure à sa capacité à produire. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que notre temps doit être bien utilisé, qu'être occupé est synonyme de succès et que se reposer est presque un péché. Si nous ne travaillons pas, nous perdons du temps. Si nous ne sommes pas productifs, nous échouons. Mais cette obsession de l'efficacité a-t-elle vraiment conduit à une vie meilleure? La modernité nous a promis la liberté, mais elle nous a livré une nouvelle forme d'esclavage, la dictature de la productivité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus forcés de travailler, nous nous forçons nous-mêmes. Nous nous levons tôt, suivons une routine épuisante et, même après le travail, nous nous sentons coupables de ne pas produire davantage. Si nous avons du temps libre, nous ressentons le besoin de l'occuper par une activité utile. On nous dit « Occupez-vous, ne perdez pas de temps, ne perdez pas de temps ». Résultat, une société fatiguée, anxieuse et mentalement épuisée. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han décrit cette réalité comme la fatigue de la société de performance. Contrairement aux époques passées où le travail était imposé de l'extérieur, aujourd'hui, nous nous exploitons nous-mêmes. Il n'y a pas de patron cruel qui crie des ordres, il y a une application qui nous rappelle les échéances, il y a une culture qui glorifie le sacrifice, il y a un fil d'actualité sur les médias sociaux où tout le monde semble en faire plus que nous. Nous travaillons parce que nous voulons être meilleurs, plus efficaces, plus compétitifs. Mais à quel prix? Des études montrent que cette mentalité nous rend malades. Le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant d'épuisement professionnel a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies. Dans un monde où le repos est considéré comme un luxe et non comme une nécessité, l'épuisement est devenu un état permanent. Nous dormons peu, mangeons vite, vivons sur le pouce. Et pourtant, nous n'en avons jamais assez. Et le plus pervers, c'est que tout cela est vendu comme de la liberté. Tout cela est vendu comme une liberté. Aujourd'hui, nous pouvons travailler de n'importe où, mais dans la pratique, cela signifie que nous travaillons tout le temps. La technologie nous a donné des outils incroyables pour optimiser nos tâches. Mais au lieu d'utiliser ce temps libre pour mieux vivre, nous accumulons simplement plus d'obligations. Et c'est ainsi que nous continuons à courir sans savoir où, en essayant d'atteindre une idée de succès qui ne vient jamais. Et si nous nous trompions? Et si l'extrême productivité n'était pas la voie vers une vie épanouie? Avons-nous été trompés en croyant que le travail seul nous définit?
Il est peut-être temps de remettre en question ce modèle et de retrouver un équilibre qui a du sens. La société moderne nous a appris que nous sommes ce que nous achetons. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages associant le bonheur et la réussite à la possession de biens matériels. La voiture que vous conduisez, les vêtements que vous portez, les appareils technologiques que vous avez dans votre poche, tout cela n'est pas simplement de la consommation, mais une construction de votre identité. Vous n'achetez pas seulement un produit, vous achetez un statut, une idée de ce que vous devriez être. Le marketing a appris à manipuler nos émotions de manière chirurgicale. Les publicités ne vendent pas des objets, mais des styles de vie. Un parfum n'est pas seulement une fragrance, c'est une promesse de séduction et de confiance. Une montre de luxe n'est pas un simple accessoire, c'est un symbole de sophistication et de pouvoir. Même les produits les plus banals, comme un simple café, se transforment en expériences qui définissent notre identité. C'est ainsi que nous tombons dans le piège. Nous en venons à nous voir à travers ce que nous possédons. Ce modèle de consommation est entretenu par un cercle vicieux. Nous achetons pour nous sentir bien, mais la satisfaction est temporaire. Le plaisir d'une nouvelle acquisition est de courte durée et nous sommes alors encouragés à vouloir quelque chose de nouveau. Nous poursuivons ainsi une quête sans fin, accumulant des objets dans l'espoir de combler un vide qui ne disparaît jamais. Ce vide n'est pas une coïncidence. La philosophie existentialiste suggère que, tout au long de la vie, nous cherchons un sens à notre existence. Autrefois, ce sens provenait de la religion, de la communauté et du lien avec la nature. Aujourd'hui, avec le déclin de ces références, la société nous offre une alternative, la consommation. Mais cette solution est superficielle. Elle nous occupe, mais ne nous satisfait pas. Et le plus inquiétant, nous sommes tellement immergés dans ce système que nous ne nous rendons même pas compte à quel point il façonne notre vision du monde. Les réseaux sociaux amplifient cette logique, transformant nos vies en vitrines soigneusement éditées. Nous voulons avoir l'air d'avoir réussi, même si derrière les photos nous sommes épuisés et malheureux. Nous recherchons une validation externe dans les likes et les commentaires, comme si notre estime de soi dépendait de l'approbation des autres. Mais ne sommes-nous que des consommateurs? Notre identité peut-elle se réduire à ce que nous achetons? Il est peut-être temps d'aller au-delà de l'illusion et de se demander si nous avons vraiment besoin de tout ce que nous voulons. Car, en fin de compte, ce que nous possédons ne pourra jamais définir qui nous sommes vraiment. Nous vivons à l'ère de l'hyperconnectivité. Il n'a jamais été aussi facile de communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Les réseaux sociaux nous permettent de partager des moments, d'envoyer des messages instantanés et de suivre la vie de nos amis et de notre famille en temps réel. Mais au milieu de tant de connexions, une contradiction effrayante émerge. Nous n'avons jamais été aussi seuls. La technologie nous a promis la proximité, mais elle nous a apporté l'isolement. Nous passons des heures à faire glisser notre doigt sur l'écran, à consommer des contenus rapides, à interagir avec des messages et à ressentir un faux sentiment d'appartenance. Mais lorsque le téléphone portable est éteint, le silence est assourdissant. La solitude que nous essayons d'éviter revient avec force, car les connexions numériques ne remplacent pas les contacts humains réels. Et le plus dangereux, nous ne nous rendons même pas compte de ce qui se passe. L'esprit humain n'a pas été conçu pour traiter des centaines d'interactions superficielles par jour. Autrefois, les relations se construisaient sur la profondeur, sur des conversations en face à face, sur des liens qui mettaient des années à se renforcer. Aujourd'hui, tout est devenu rapide, jetable. Si quelqu'un nous dérange, nous le bloquons. Si un dialogue demande un effort, nous l'abandonnons.
Nous avons créé un monde où tout peut être remplacé, même les personnes. La psychologue Sherry Turkle appelle cela la solitude en réseau. Nous sommes toujours connectés, mais de plus en plus distants. La messagerie a remplacé la conversation en direct. Les emojis ont remplacé le langage corporel. Les appels vidéo tentent d'imiter la présence physique, mais ne parviennent jamais à capturer l'essence d'une rencontre réelle. Et peu à peu, nous devenons étrangers à ceux qui nous entourent. Cette illusion de connexion touche même notre identité. Les réseaux sociaux ont fait de nous des personnages. Nous créons des versions idéalisées de nous-mêmes, en modifiant nos vies pour qu'elles paraissent plus intéressantes, plus heureuses et plus réussies. Mais ce masque a un prix. Plus nous nous efforçons de ressembler à ce que nous ne sommes pas, plus nous nous éloignons de notre véritable essence. L'impact psychologique de ce phénomène est profond. Des études montrent que l'utilisation excessive des médias sociaux est directement liée à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et du sentiment d'inadéquation. Nous nous comparons constamment à des vies qui ne sont pas réelles, à des versions filtrées de la réalité. Nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus heureux à l'écran. Mais sommes-nous prêts à renoncer à une connexion réelle au profit de cette illusion numérique? Cela vaut-il la peine d'échanger des relations authentiques contre des interactions superficielles? Il est peut-être temps de repenser notre utilisation de la technologie, de retrouver la profondeur des relations et de se rappeler qu'en fin de compte, rien ne remplace le regard, le toucher et la présence réelle de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous. Imaginez un homme assoiffé marchant dans le désert. Il aperçoit une oasis au loin et court vers elle, avant de découvrir qu'il s'agissait d'un mirage. Désespéré, il poursuit le prochain reflet de l'eau à l'horizon, sans jamais trouver de soulagement. Il s'agit d'une métaphore parfaite de la manière dont la société moderne nous a conditionnés à rechercher le plaisir. Nous vivons à l'ère de la récompense instantanée. Tout doit être rapide, accessible et facile. Si nous nous ennuyons, nous faisons glisser notre doigt sur l'écran et nous trouvons un divertissement instantané. Si nous ne nous sentons pas sûrs de nous, nous postons une photo et attendons que les likes confirment notre estime de soi. Si nous sommes anxieux, nous commandons de la nourriture, nous achetons quelque chose en ligne ou nous nous distrayons avec de courtes vidéos. Il n'a jamais été aussi facile de soulager l'inconfort et, en même temps, nous n'avons jamais été aussi dépendants de ce besoin de stimulation constante. Le problème, c'est que cette quête effrénée du plaisir immédiat a un coût. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que lorsque nous nous habituons aux récompenses rapides, notre cerveau devient moins sensible au plaisir authentique et durable. Nous libérons de la dopamine en permanence, en regardant des vidéos, en jouant à des jeux, en consommant du contenu sans arrêt. Et, par conséquent, les moments vraiment significatifs perdent de leur impact. Les aliments perdent leur saveur. Les conversations deviennent ennuyeuses. La vie réelle semble monotone comparée au flot incessant de stimuli artificiels. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes ressentent un vide constant. Ils sont toujours à la recherche de la prochaine dose de plaisir, le prochain like, le prochain épisode, le prochain achat, mais ils ne se sentent jamais vraiment satisfaits. Le plaisir immédiat est devenu un piège qui nous rend impatients et incapables de trouver le bonheur dans les petites choses. Mais vivons-nous vraiment ou réagissons-nous simplement aux stimuli? Sommes-nous capables de profiter d'un moment de calme sans saisir notre téléphone portable? Savons-nous attendre sans nous sentir anxieux? Autant de questions essentielles pour qui veut sortir de ce cercle vicieux et reprendre le contrôle de sa vie.
J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Avez-vous réalisé à quel point la recherche du plaisir immédiat affecte votre routine? Vous est-il déjà arrivé d'être dépendant de stimuli rapides sans vous en rendre compte? Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Et si cette vidéo vous fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela permet à ce contenu d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Si nous n'avons jamais eu autant d'options, pourquoi nous sentons-nous si perdus? La société moderne nous a promis une liberté totale. Nous pouvons choisir notre profession, notre lieu de résidence, notre façon de nous habiller et notre mode de vie. Contrairement aux générations précédentes, dont le chemin était souvent tracé par l'environnement et la tradition, nous sommes aujourd'hui maîtres de notre destin. Paradoxalement, cette liberté nous a paralysés. L'excès de choix, au lieu de nous donner du pouvoir, nous submerge. Le philosophe Zygmunt Bauman a appelé cela la modernité liquide, une époque où rien n'est solide, rien n'est permanent, et tout semble éphémère. Les relations vont et viennent, les carrières changent constamment, les idéaux sont abandonnés aussi vite qu'ils ont été adoptés. Au milieu de cette instabilité, de nombreuses personnes se sentent à la dérive, sans but précis pour leur vie. Cela explique l'épidémie d'insatisfaction qui frappe notre génération. Nous n'avons jamais eu autant de stimuli, mais nous ne nous sommes jamais autant ennuyés. Nous n'avons jamais eu autant de confort, mais nous ne nous sommes jamais sentis aussi vides. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais l'absence d'un sens plus grand qui guide nos choix. Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à la liberté. Contrairement aux animaux, qui ne suivent que leurs instincts, les êtres humains ont besoin de donner un sens à leur existence. Mais dans une société où les valeurs traditionnelles sont affaiblies et les liens humains de plus en plus fragiles, beaucoup ne savent plus où trouver ce sens. La conséquence en est l'émergence de crises existentielles de plus en plus précoces. Les jeunes adultes, même au début de leur vie, se sentent déjà épuisés, comme s'ils avaient vieilli avant l'heure. Ils essaient tout, voyagent, rencontrent des gens, changent de travail, cherchent de nouvelles expériences, mais rien ne semble combler le vide. La raison, la recherche du sens de la vie ne peut être satisfaite uniquement par l'extérieur. Elle nécessite une introspection profonde, un contact réel avec notre essence. La société moderne nous détourne de nous-mêmes. Le bruit constant des médias sociaux, du travail, du divertissement et de la consommation nous empêche de nous poser les questions difficiles. Qui sommes-nous, au-delà des attentes que les autres projettent sur nous? Que voulons-nous vraiment, au-delà de ce qu'on nous a appris à désirer? Ces réponses ne peuvent être achetées ou fournies par des algorithmes. Elles exigent du silence, de la réflexion et le courage de sortir du flux rapide de la modernité et de regarder vers l'intérieur. Si tout ce qu'on nous a appris sur le succès, le bonheur et l'épanouissement n'étaient qu'illusions, quelle est la vérité? Comment échapper au cercle vicieux de la productivité excessive, du consumérisme effréné, des relations superficielles et du plaisir immédiat? La réponse ne consiste pas à suivre une nouvelle méthode, un nouveau gourou ou une nouvelle tendance, mais à retrouver quelque chose que la modernité nous a enlevé, la capacité de penser par nous-mêmes. Le premier pas vers l'éveil consiste à s'interroger, remettre en question ce que nous considérons comme normal, remettre en question nos croyances, nos habitudes, notre mode de vie. Voulons-nous ce que nous voulons parce que cela a vraiment du sens pour nous ou parce que nous avons été programmés pour le vouloir? Voulons-nous la voiture de l'année parce qu'elle nous apportera du confort ou parce qu'on nous a fait croire qu'elle nous rendrait plus respectés? Travaillons-nous sans relâche
parce que nous aimons ce que nous faisons ou parce qu'on nous a dit que nous devions être productifs en permanence pour avoir de la valeur. La philosophie a toujours défendu l'esprit critique comme un outil essentiel à la liberté. Socrate disait que une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourtant, nous vivons exactement le contraire. Nous passons nos journées en pilotage automatique sans réfléchir aux raisons de nos choix. Le système nous occupe suffisamment pour que nous n'ayons jamais le temps de nous arrêter et de nous interroger. La deuxième étape consiste à reprendre le contrôle de notre temps. La société moderne nous a fait croire que le temps est de l'argent et qu'il faut l'utiliser de manière productive. Mais le temps ne sert-il qu'à générer du profit? Et si, au lieu d'essayer de le remplir de tâches supplémentaires, nous commencions à l'apprécier pour ce qu'il est vraiment, l'essence de la vie? Cela signifie ralentir, faire de la place aux loisirs créatifs, à la contemplation, à la présence réelle dans les moments les plus simples de la vie quotidienne. La troisième étape consiste à reconstruire des relations authentiques. La technologie nous a apporté des facilités incroyables, mais elle nous a aussi éloignés les uns des autres. Retrouver le vrai contact humain, des conversations sans distraction, des rencontres sans hâte, des connexions sans filtre, est un moyen puissant de recadrer notre existence. Les relations profondes nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes plus que des consommateurs ou des travailleurs. Nous sommes des êtres humains, et notre essence ne peut être réduite à ce que nous produisons ou possédons. S'éveiller à la vérité ne signifie pas rejeter la modernité ou se réfugier dans une grotte. Il s'agit de l'utiliser avec conscience. Cela signifie reconnaître qu'un système est à l'œuvre pour nous distraire et nous rendre dépendants, et choisir délibérément de ne pas être un rouage de plus dans ce système. C'est un processus individuel qui demande du courage, car sortir du flux imposé par la société signifie souvent aller à contre-courant. Mais ceux qui se réveillent découvrent une chose dont peu se souviennent. La vraie liberté ne consiste pas à avoir plus, à faire plus ou à être plus. Elle consiste à retrouver le droit de vivre selon sa propre vérité. Savoir que nous avons été trompés par la société moderne est le premier pas. Mais que faire de cette information? Comment sortir de ce système qui nous enferme dans la consommation, la productivité extrême, la recherche du plaisir immédiat et l'illusion de la connexion numérique? La réponse ne réside pas dans des solutions magiques, mais dans un processus conscient de reconquête de sa propre autonomie. La première étape consiste à redéfinir ce que le succès signifie pour vous. Toute notre vie, on nous a appris à suivre un scénario préétabli. Étudier, travailler, gagner de l'argent, acheter des biens, rechercher un statut. Mais que se passe-t-il si cette définition du succès n'a pas de sens pour vous? Et si, dans votre cas, la réussite signifie avoir plus de temps à consacrer à votre famille? Ou vivre avec moins de biens matériels, mais plus de liberté? Ou simplement ne pas être coincé dans un rythme épuisant qui détruit votre santé mentale? Rompre avec le modèle traditionnel demande du courage, mais c'est aussi libérateur. La deuxième étape consiste à apprendre à dire non. La société moderne se nourrit de notre besoin d'acceptation. Nous nous sentons poussés à accepter chaque invitation, à consommer chaque nouveauté, à répondre immédiatement à chaque message. Mais avons-nous toujours besoin d'être disponibles? Avons-nous besoin de nous surcharger pour répondre aux attentes extérieures? Dire non est un acte de résistance, un rappel que votre vie vous appartient et non au monde qui vous entoure. La troisième étape consiste à simplifier. Le minimalisme ne consiste pas seulement à avoir moins de choses, il s'agit d'être plus clair sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous éliminons les excès,
Qu'il s'agisse d'objets, d'engagements ou même de pensées, nous trouvons de l'espace pour ce qui nous fait vraiment du bien. Il peut s'agir de réduire sa dépendance au téléphone portable, de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, de limiter son exposition à des contenus vides ou encore d'adopter un mode de vie moins axé sur la consommation. La quatrième étape consiste à reprendre contact avec la réalité. Le monde numérique nous a éloignés de la nature, des relations authentiques et même de nous-mêmes. Reprendre l'habitude de lire un livre sans interruption, de marcher sans regarder son téléphone portable, d'avoir des conversations sans hâte, tout cela nous reconnecte avec l'essence de la vie. De petits gestes comme cuisiner sa propre nourriture, pratiquer un hobby pour le plaisir plutôt que pour la productivité, ou simplement apprécier le silence, peuvent complètement transformer notre façon de vivre. La dernière étape consiste à accepter que le changement est un processus continu. Il n'y a pas de point final, pas de moment où l'on est pleinement éveillé. La société moderne essaiera toujours de vous ramener dans la routine de la consommation et de la distraction. Mais chaque petit choix conscient, chaque non dit fermement, chaque moment de présence authentique, chaque décision prise de son plein gré et non sous l'effet d'une influence extérieure est un acte de libération. Reprendre le contrôle de sa vie ne signifie pas fuir la modernité, mais apprendre à y naviguer sans se laisser emporter par le courant. C'est un chemin solitaire, car rares sont ceux qui acceptent de remettre le système en question. Mais ceux qui choisissent ce chemin découvrent quelque chose de précieux. La vraie liberté ne réside pas dans ce que l'on nous vend, mais dans ce que nous choisissons pour nous-mêmes. Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous. Peut-être avez-vous réalisé à quel point la société moderne nous distrait, consomme sans réfléchir, travaille sans se reposer, recherche des plaisirs éphémères pour combler un vide qui ne disparaît jamais. Peut-être avez-vous reconnu des schémas dans votre propre vie et ressenti ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas, mais vous n'avez jamais su exactement quoi. La vérité est que nous avons été conditionnés pour accepter ce modèle de vie sans poser de questions. On nous a appris que nous devions être productifs en permanence, que notre valeur réside dans ce que nous possédons, que la technologie nous rapproche les uns des autres, alors qu'en réalité, elle nous isole. On nous a vendu l'idée que le bonheur, c'est d'avoir plus, de faire plus, d'être plus. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit d'une illusion soigneusement construite. Et le fait de savoir cela change tout, car une fois que nous avons vu la vérité, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Désormais, chaque décision que nous prenons, de la manière dont nous passons notre temps à ce que nous choisissons de consommer, peut être prise de manière plus consciente. Nous pouvons retrouver notre autonomie, redéfinir ce qui compte vraiment et, surtout, vivre de manière plus authentique. Mais cette réflexion ne doit pas s'arrêter là. Nous devons diffuser ce message afin que davantage de personnes s'éveillent à cette réalité. Alors, si cette vidéo vous a semblé intéressante, laissez un « j'aime ». Cela permet au contenu d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et faire en sorte que davantage de vidéos comme celle-ci soient produites, envisagez de faire un don. Tout montant fait la différence et nous permet de continuer à vous proposer des réflexions profondes. Enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être un ami qui se sent perdu, un membre de la famille qui s'épuise à essayer de suivre ce rythme insensé, ou toute autre personne qui a besoin de se rappeler qu'il existe une autre voie que celle qui nous a été imposée. Le changement
commence par la prise de conscience. Et maintenant que vous l'avez, qu'allez-vous en faire ?